29 mars 1985, 5 mois après l'assassinat de son fils Grégory, Jean-Marie Villemain tue son cousin Bernard Laroche. 2 ans et demi plus tard, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon le met en liberté provisoire à 10 conditions. La 10e lui impose le silence. Jean-Marie Villemain doit se taire, il ne devra plus répondre à un seul journaliste. Par cet interdit, le juge Simon met en cause la responsabilité de la presse dans une affaire de justice. Le juge pose en fait cette question. Peut-on considérer le journaliste comme un témoin innocent, un spectateur objectif ou comme un acteur de l'instruction? « 16 octobre 1984. Le corps de Grégory Villemain est découvert dans une rivière des Vosges, la Vologne, à hauteur du village de Dossel. Ce petit garçon de 4 ans et demi qui vit à l'Épange est le fils unique de Christine et Jean-Marie Villemain. Au-delà de l'horreur qu'il inspire, le crime est extravagant et la mise en scène monstrueuse. Grégory est entravé, des cordelettes enserrent ses poignets et ses chevilles. Son bonnet de laine est enfoncé sur ses yeux comme si on voulait lui cacher qu'on allait le jeter à l'eau, ou peut-être aussi parce que son assassin ne pouvait accomplir son geste avec ce regard d'enfant posé sur lui. Le meurtrier a poussé le détail jusqu'à revendiquer son crime en téléphonant à Michel Villemain, l'un des oncles de Grégory, en lui disant ceci: « J'ai pris le fils du chef, je l'ai mis dans la Vologne. » Le lendemain, Jean-Marie Villemain, le père du petit noyé, celui que le Corbeau nomme le chef, reçoit une lettre anonyme. La 2e signature du Corbeau après le coup de fil. Dans la lettre, c'est quelques mots. « J'espère que tu mourras de chagrin, le chef. Ce n'est pas ton argent qui pourra te redonner ton fils. Voilà ma vengeance. Pauvre con. » Mais pourquoi cette vengeance? Et exécutée par qui? Qui peut en vouloir à ce point aux Villemain? Qui est ce Corbeau si bien renseigné et qui empoisonne en fait la vie de la famille Villemain depuis 3 ans déjà? Ces coups de téléphone haineux, ces lettres anonymes vénéneuses se sont succédés jusqu'au meurtre du 16 octobre 1984. Jusqu'alors, qui connaissait la vallée de la Vologne et les villages de l'Épange, Aumonzé, Granges et Dossel? Qui aurait pu deviner que leur nom allait revenir durant des mois à la une de tous les journaux et que la France entière allait se livrer pendant 5 ans à cet extravagant jeu de piste, la chasse au corbeau de la Vologne? De la même veine que les affaires Landru, Marie Bénard, Dominici, Bruet en Artois, l'affaire Villemain est le fait divers dont on aura le plus parlé depuis la Deuxième Guerre mondiale. Au plus fort de l'instruction, 100 journalistes vivront autour de l'Épange sur Vologne. En 1984, on a recensé 55 063 crimes et délits. Pourquoi et comment le crime de Grégory est-il alors devenu l'affaire de l'année? Pourquoi les journalistes lui ont donné plus d'importance que les 55 062 autres affaires? Je suis allé le matin, je suis arrivé le matin le long de la Vologne, et j'ai eu la chance ce jour-là d'être reçu par M. Villemain, avec Jean-Marie Villemain, qui m'a donné sa première interview. Il n'en a pas donné une avant pendant au moins 1 mois. Donc j'ai rencontré là Jean-Marie Villemain pour la première fois. On a discuté, j'ai découvert là un père, comme tous les pères, qui était véritablement effondré par ce qui lui arrivait. Et voilà comment je me suis retrouvé sur l'affaire. Et après, j'ai vu arriver tous les autres confrères. C'était invivable, quoi. C'est tout. 24 heures après, quand on a vu et entendu qu'RTL avait déjà bien démarré sur l'événement, ben je suis partie aussitôt. J'étais avec Denis Robert de Libération et je suis arrivée dans l'intention d'essayer d'interviewer les parents de l'enfant qu'avait déjà interviewé mon confrère d'RTL quelques heures auparavant. Je suis arrivée en bas de la maison de monsieur et madame Villemain, gênée, je ne vous le cache pas, enfin embêtée, quoi, pas tellement partante, mais j'avais pas le choix, RTL était déjà passé. Quand on est à Europe 1, on est obligé de s'aligner sur ce que fait la concurrence, et vice-versa de toute façon.
Et puis je suis arrivée au moment où le petit venait d'être rendu à ses parents après l'autopsie. Et donc ça m'a arrêtée d'emblée quand j'ai vu le corbillard qui était devant la maison. J'ai fait quelques pas et puis quand j'ai compris que l'enfant était là, ben, ça m'a... Il n'était plus question que j'y aille, ça va de soi. Donc j'ai fait demi-tour. Je suis arrivé le lendemain de la mort de Grégory. Et je revenais de Strasbourg où je suivais une affaire passionnante sur une affaire qui traitait d'un tout autre problème. Et j'étais venu avec Laurence Lacour en voiture d'Europe 1 et on s'est retrouvés dans une pizzeria là-bas. Puis j'étais pris dans... Je pensais rester qu'une journée, quoi. Je veux dire, et puis dès le départ, il y a eu un certain nombre de faits qui j'étais pris au jeu, pris au piège, parce que moi je crois vraiment qu'il y a un truc essentiel qui fait que la mayonnaise a pris dans cette histoire, c'est le corbeau. C'est Libé qui a lancé cette histoire, qui l'a rendue tout au début. Je me rappelle les premiers papiers de Denis Robert, il avait fait faire, il y avait une espèce de vallée de la Vologne, avec beaucoup de talent et beaucoup de... C'est Denis Robert qui a lancé cette histoire, parce que moi je me rappelle avoir lu je dis tiens, ça c'est une histoire qui est bien et tout. C'est grâce à Denis Robert qu'on est allé là-bas. Au début, sur cette affaire, il y a 2 journalistes présents dans les Vosges. Les 2 journalistes commencent à faire des dépêches et à publier des informations à partir d'informations qu'on leur donne au cours de l'enquête, en disant qu'il y avait des dizaines de lettres anonymes envoyées, qu'il y avait des centaines de coups de fil anonymes, bref, en gonflant cette affaire. Et ces 2 journalistes ou 3 journalistes ont fait un appel d'autres journalistes. Et vos confrères et consoeurs qui étaient restés à Paris se sont vus appeler par leur rédaction en disant « Voyez cette affaire, c'est une affaire qui a l'air extraordinaire, il faut aller dans les Vosges ». À Épinal, il n'y a qu'un juge d'instruction. Son nom va devenir célèbre, Jean-Michel Lambert. Quand l'affaire lui tombe sur les bras, il a 32 ans. Sa première décision pèsera beaucoup sur le dossier puisqu'il désigne les gendarmes pour mener l'enquête. L'usage veut en effet que les gendarmes interviennent chaque fois qu'une affaire se déroule en milieu rural. Les gendarmes, projetés sous les feux des projecteurs, vont aussitôt faire monter la pression et les passions en tenant des conférences de presse quotidiennes dans lesquelles ils annoncent que la solution est proche et que le nom du coupable sera bientôt révélé. Le sacro-saint secret de l'instruction chère aux magistrats français est ainsi bafoué plusieurs fois par jour. Alors que l'enquête ne fait que débuter, les gendarmes créent un suspense et entretiennent une atmosphère tendue et passionnée. Pendant ces points de presse que nous faisait ou le magistrat ou les gendarmes, ils nous disaient en fait peu de choses. Ils nous disaient l'enquête a peu avancé, l'enquête a peu progressé, on entendra peut-être un témoin, mais en fait ils nous donnaient pas grand-chose sur le fond, ce qui nous frustrait beaucoup. Alors on les bombardait de questions, vraiment, auxquelles ils n'avaient pas le temps de répondre d'ailleurs, parce qu'elles se succédaient comme un feu roulant. Et c'était en fait des communiqués officiels qui n'avaient aucun intérêt. Lorsque les micros se coupaient, on essayait, nous, parce que comme on les suivait partout où ils allaient, comme on allait interroger les témoins derrière eux, parfois avant eux, on avait quand même la possibilité de savoir ce qu'ils faisaient, qui ils cherchaient, on recoupait et avec eux on pouvait discuter un petit peu ensuite. Mais je ne peux pas dire que ni le magistrat ni les gendarmes nous aient vraiment informés dès le départ. Tout ce qu'on a su, en faux ou en vrai, hélas, c'est nous qui l'avons recueilli en parcourant cette vallée de long en large pendant plusieurs semaines. Et la concurrence est née très vite, bien sûr, entre radios concurrentes, entre télévisions concurrentes, entre journaux régionaux concurrents, entre journaux de faits divers contre d'autres journaux de faits divers. Et voilà, c'est comme ça que ça a éclaté. Et ça a provoqué une surenchère, c'est évident, ça a provoqué une surenchère. Là, c'est dramatique parce qu'effectivement, plus personne ne peut plus rien contrôler. C'est-à-dire que d'un seul coup, bon, quand il y avait une dizaine, une quinzaine de journalistes qui tournaient sur cette affaire, c'est évident que pratiquement les gens les connaissaient à peu près tous. On se connaissait. Mais d'un seul coup, je sais pas, moi je pense qu'il y a eu jusqu'à 80, 100 journalistes qui sont venus, des journalistes étrangers, etc., qui sont venus. Et puis alors en plus, et puis un tas de malades aussi, pas oublier. Il y a encore un type là qui je me souviens, avait vendu des révélations sur l'affaire Grégory, qui avait été posé des micros chez Laroche, qui a été condamné derrière moi. Ces gens-là sont des malades. Ça n'empêche que n'importe quel borgne qui arrivait pour proposer quelque chose sur l'affaire Grégory, il trouvait des directeurs de journaux
capables d'acheter, il les a été achetés. N'oublions pas qu'en France, le Code de procédure pénale, la loi, impose 2 règles aux enquêteurs, c'est-à-dire aux juges, aux gendarmes ou à la police. 1. Le secret de l'instruction. 2. La présomption d'innocence. Tant qu'ils ne sont pas accusés avec précision, la présomption d'innocence protège les inculpés. Or, dans cette affaire, il n'y a encore aucun inculpé. Pourtant, s'il est là pour faire respecter le code et l'ordre public aux autres, le procureur de la République en personne, Jean-Jacques Lecomte, décide de prendre quelques libertés avec la loi. Et il annonce devant la presse, 3 jours seulement après la mort de Grégory, que tout le monde est suspect. Il contribue ainsi à entretenir le suspense. Nous voulons faire un travail scientifique. Personne n'est, sauf les gens qui ont un alibi irréfutable, personne n'est à l'abri de nos soupçons. Du coup, lorsque les cousins Hollard ou les Jacquel ou les beaux-parents du frère aîné de Jean-Marie Villemain sont convoqués par la justice, les journalistes reprennent à leur compte les insinuations des gendarmes et des magistrats, quitte à dire le contraire le lendemain. Un innocent devient suspect, puis coupable en un jour, pour redevenir innocent le surlendemain. C'est ce qu'on pourrait appeler le grand délire informatif. Malgré toute l'énergie qu'ils déploient pour prouver le contraire, les gendarmes sont de plus en plus dépassés par les événements qu'ils ne contrôlent plus et par ces journalistes qui les assaillent de toutes parts. La presse est là pour recueillir leurs états d'âme. Et voilà que des officiers de police judiciaire, des gendarmes, se confient et s'interrogent à voix haute devant une forêt de micros, de caméras et de stylos. C'est possible et même probable que cet acte abominable ait été fait, commis par plusieurs personnes, par plusieurs auteurs et complices. Je ne comprends pas personnellement comment l'un de ces complices ne parvient pas à libérer sa conscience et à transmettre l'horrible secret qu'il a en lui. Ils sont flattés d'être l'objet de tant d'attention. Et puis, cette presse complice pourrait déclencher les confessions ou réveiller des souvenirs endormis, sait-on jamais. Les gendarmes distillent leurs informations aux journalistes et bientôt ce sont eux qui font l'enquête. Et la concurrence naturelle entre médias se transforme alors en véritable guerre où parfois on se permet tous les coups. À la base, il y a la présence d'un de nos confrères qui travaillait, lui, pour RTL, qui était donc mon concurrent direct, et qui, travaillant pour RTL, cumulait aussi 7 autres médias nationaux avec sa femme. Donc, il couvrait déjà... Il couvrait à l'époque Le Figaro, François, Le Quotidien de Paris, Le Parisien Libéré, l'Agence Centrale de Presse, l'Associated Press, qui est une agence anglaise, me semble-t-il, et le Journal du Dimanche. Donc ça avait déjà 2 personnes qui représentaient une certaine puissance informative, et les gens qui travaillaient aussi dans ces différents journaux se mêlaient à eux, bien sûr. Il y avait aussi le journal régional de Nancy, l'Est républicain, en opposition au journal de Metz, le Républicain Lorrain, qui était avec nous, qui travaillait avec nous. Bézina, très rapidement, a conclu à la culpabilité de Christine Villemain. Et après ça, il était très ami avec les Corazzi du SRPJ, et tout ce que faisait Corazzi était fidèlement rapporté à Bézina le soir. Alors, ce qui fait que Bézina avait des papiers tous les jours, tapant sur Christine, ainsi que sa femme, tout le monde tapait sur Christine Villemain. Je n'avais aucun lien privilégié. J'avais les liens privilégiés d'un journaliste qui fait son métier, d'un journaliste qui est là depuis 1973. Je suis arrivé dans l'Est de la France en 1973, donc depuis 1973, j'en ai rencontré des policiers. Avec certains, il y a une certaine amitié. Bon, comme je connais à peu près la moitié des avocats du barreau de Nancy, je joue avec eux au football, donc je les tutoie. Les juges d'instruction, je les ai tous vus, donc je les rencontre. J'avais l'avantage, permettez-moi de le dire, du vieux sur cette affaire, de celui qui était le plus vieux dans la région, donc les gens me connaissaient. Deux semaines après la mort de Grégory, il n'y a toujours ni aveu, ni suspect, ni mobile. Pour pallier le vide des déclarations officielles, aussi creuses que retentissantes, les journalistes passent à l'action.
il commence à publier tous les éléments du dossier officiellement secrets. Premier scoop, c'est-à-dire première exclusivité, lundi 29 octobre 1984. Les photocopies des 3 premières lettres du Corbeau sont publiées. On a commencé à avoir des informations quand Christine Villemain a pris un avocat, et cet avocat c'était Maître Garot, et là effectivement on a commencé à avoir des informations, puisque Match a publié dès ce moment les lettres, les photocopies des lettres du Corbeau, et a eu accès quasiment au dossier. Vous aviez les procès-verbaux? On avait des informations en tout cas, des informations de sources judiciaires, oui. En ce qui me concerne, je peux vous dire que je n'ai jamais, entendez, jamais, donné à un journaliste une photocopie d'un procès-verbal du dossier. Ça, premier point. S'il y en a qui en ont donné, c'est leur responsabilité. Moi, je suis avocat, je ne suis pas juge, je ne suis pas chargé de faire la police, chacun son rôle. Je sais que dans cette affaire, il y a eu des fuites énormes. Je sais que le plus grand hôtel d'Épinal était le quartier général ou l'annexe du cabinet d'instruction, c'est tout au moins ce qu'on disait, et que les fuites étaient comparables aux chutes du Niagara. Le 31 octobre, les gendarmes sont soudain pris de frénésie. Ils arrivent à Aumonzé, le village de Bernard Laroche, cousin de Jean-Marie Villemain. C'est Christine Villemain qui a mis le juge sur sa piste en évoquant cette fête de famille 7 ans plus tôt où le bon gros cousin de Jean-Marie lui aurait fait des avances. Elle l'aurait conduit vertement et ceci expliquerait cela. Des soupçons aggravés par les conclusions des experts en écriture. Bernard Laroche est bien désigné comme l'auteur de la lettre postée le 16 octobre à l'Épange, la lettre anonyme envoyée à Jean-Marie Villemain par le Corbeau qui revendiquait la mort de Grégory. Durant 48 heures, la presse va s'en donner à cœur joie. Enfin, on tient le Corbeau. Bernard Laroche et sa complice, Marie-Ange, sa femme. Mais on est allé un peu trop vite. Bernard et Marie-Ange ont un alibi. 2 jours plus tard, nouveau coup de théâtre, encore un. Muriel Boll, la sœur de Marie-Ange, affirme que le jour du meurtre, Bernard Laroche l'attendait en voiture à la sortie de son collège. Ensemble, ils seraient allés chercher Grégory devant chez lui, et après quelques kilomètres, Bernard Laroche aurait quitté la voiture avec l'enfant pour revenir tout seul peu après. Muriel confirme ce témoignage devant le juge d'instruction Lambert. Bernard Laroche est alors inculpé et écroué. S'il n'était pas si fier, le juge en serait presque triste. L'affaire terminée, c'est la fin de sa célébrité. Tout à l'heure, vous avez dit, elle a vu en partie. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je ne peux pas en dire davantage. Ça veut dire qu'elle était dans la voiture? Elle était dans la voiture, oui. Jusqu'où? Pour le trajet, jusqu'à l'Épange. Pour fêter sa victoire, il convie les journalistes à un banquet dans un restaurant d'Épinal. C'était assez surréaliste et j'avoue que j'étais très mal à l'aise parce que le point de départ, c'était Jean-Michel Lambert qui, voulant faire plaisir, je pense, aux journalistes qu'il avait côtoyés au début de cette affaire et qu'il appréciait, dont je faisais peut-être partie, nous avait conviés à quelques-uns, mais je ne savais pas ce que c'était, un repas, on devait dîner ensemble. Et on s'est retrouvés à une table, je ne sais pas, il devait y avoir 15 ou 20 personnes. Et moi j'étais à tout un bout de la table et je crois que j'ai pas parlé pendant tout le repas, parce que j'étais très, très gêné par ce qui se passait, effectivement. Il y a un journaliste qui avait fait un portrait de Lambert, qui l'avait lu devant. Et Lambert était, visiblement, l'affaire était bouclée pour lui. Il avait arrêté le coupable, il était content, ça s'était bien passé. Et c'était complètement, je vous dis, surréaliste, quoi, je veux dire. Le lendemain de ces agapes, mercredi 7 novembre, Muriel revient publiquement sur ses aveux. Après avoir arrosé prématurément la victoire, il faut évidemment maintenant déchanter. Les mêmes journalistes qui, la veille encore, entouraient le juge et le félicitaient de l'heureuse issue de l'enquête, se retrouvent rassemblés à l'Aveline devant la maison des parents de Muriel,
accablé quelques heures avant. Et là, devant les caméras, Muriel, qui avait accusé son beau-frère, dénonce maintenant les gendarmes. Mon beau-frère est innocent. C'était la gendarmerie qui m'avait forcé. C'est tout ce que je vais vous dire. C'est la gendarmerie qui vous a fait peur? Oui, c'est la gendarmerie qui m'a fait peur. Malgré la rétractation de Muriel, Bernard Laroche reste en prison. Et les soupçons, tels le faisceau d'un projecteur, prennent pour cible la mère de l'enfant assassiné, Christine Villemain. De mère éplorée, Christine devient coupable présumée. Mais cette transition brutale indispose. Les journalistes se divisent alors en deux clans, les pro-Villemain et les anti-Villemain. À partir de ce moment-là, pendant 5 mois, jusqu'à l'inculpation de Christine Villemain, une partie de la presse va tous les jours accuser la mère de Grégory d'avoir tué son fils. C'était là où se retrouvaient pendant la longue instruction de Jean-Michel Lambert tous les journalistes qui étaient classés comme pro-Villemain. Parce qu'il y avait les pros et les anti-Christine Villemain. Et en fait, je crois que ce qui nous séparait le plus, c'était une façon de concevoir notre métier et de concevoir en général la vie. Et j'ose dire que nous, on avait un respect des individus que ceux-là n'avaient pas. Certains journalistes, et un en particulier, qui me paraissait être le chef de file, local, a pris parti. Il a pris parti très vite contre Madame Christine Villemain. Et ce qui a été dramatique, c'est que j'ai l'intime conviction, on pourrait dire, que en prenant parti, si vous voulez, l'affaire est devenue son affaire. Il fallait à tout prix démontrer la culpabilité de cette femme. Et elle est, à mes yeux, toujours la mère éplorée de Grégory. Maître, à vos yeux seulement ou aux yeux de tout le monde? À mes yeux, sûrement, je peux engager ma conscience, il me mettrait difficile d'engager celle des autres. Est-ce qu'elle a été confrontée avec Jean-Marie? Quelle confrontation? Est-ce qu'il y a une confrontation? Pas de confrontation. Parce qu'ils se sont vus. Est-ce qu'ils se sont rencontrés? Ah oui, ça, ils se sont vus. Sur le plan humain, ils se sont vus. Et donc, mais devant le bureau du juge? Un permis de visite. S'ils se sont vus, c'est grâce au juge. Mais dans le bureau du juge ou à l'extérieur du bureau du juge? J'estime ne pas avoir à répondre à cette question. Moi, le méchant? Oh non. Franchement, je ne vois pas pourquoi j'ai été le méchant dans cette affaire. J'ai fait mon métier. Alors, si tous les journalistes, tous les reporters du monde, lorsqu'ils font leur métier, sont des méchants, alors à ce moment-là, si c'est ça, être méchant dans une affaire, je suis fier d'avoir été méchant dans cette affaire. Dans cette affaire, je n'ai eu aucun parti pris. Si à un moment donné, une personne s'est détachée parmi les coupables présumés, j'en ai parlé. Mais je n'ai pas eu d'a priori. Je n'ai pas commencé en disant « c'est Madame Dupont qui est coupable de la mort de Grégory ». 3 mois après la rétractation des déclarations de Muriel, qui l'avait conduite en prison, Bernard Laroche est remis en liberté. La police judiciaire de Nancy prend le relais des gendarmes. Par faute ou par négligence, toutes les preuves matérielles ont été saccagées. Les lettres du corbeau sont désormais trop abîmées pour être expertisées sérieusement. Les moulages des roues de voiture au bord de la Vologne ont été perdus, puis retrouvés, mais trop tard. Enfin, l'autopsie du corps de Grégory a été bâclée. On n'a même pas recherché si ses poumons contenaient des diatomées, ces petits parasites qui n'existent que dans l'eau des rivières. C'était le seul moyen de savoir si l'enfant avait été noyé dans la Vologne ou dans une baignoire. Pas plus que les gendarmes, les policiers ne respectent le secret de l'instruction, tout en observant une autre tactique médiatique. La police choisit ses interlocuteurs. Il y a les journalistes amis et les journalistes ennemis. RTL tenait le haut du pavé de l'information parce qu'il était servi par un journaliste qui, lui, avait la chance, ou en tout cas, je ne sais pas si c'est une chance, mais qui avait l'accès, la possibilité d'avoir accès à certaines informations qui, nous étaient refusées. C'est-à-dire que, personnellement, en 4 ans d'enquête, je n'ai jamais pu avoir accès au bureau du SRPJ de Nancy qui menait l'enquête. Pourquoi? Parce que j'étais en concurrence face à RTL et que le confrère d'RTL, voulant se garantir ces informations,
demandait, exigeait, je ne sais rien, je ne sais pas quel était l'accord entre les deux parties. En tout cas, une chose est certaine, tout ce qu'avait RTL, ça nous était interdit et on ne pouvait pas y avoir accès. Jean-Michel Bézina a ses entrées à Épinal. Alors que nous n'avions pas reçu l'autorisation de filmer l'intérieur du palais de justice durant le week-end, Bézina nous a fait visiter les lieux. Tu filmes comme ça, tu montes. Alors on est où là? On est dans le couloir des juges d'instruction. Et c'était là le bureau du juge Lambert, où tout s'est fait là-dedans. Dans ce couloir, on a vu arriver Laroche qui criait son innocence, on a vu arriver Jean-Marie Villemain et on a vu arriver Madame Villemain. Et on a passé des heures et des heures ici. Tu vois, là-dedans, il y avait des témoins. Est venue Madame Laroche, est venue Bernard Laroche, est venu Jean-Marie Villemain, est venue Madame Villemain. Ils attendaient là le moment d'être reçus par le juge d'instruction. Et il nous est arrivé, en tout cas moi personnellement, de faire ici même certaines interviews. Voilà, tu as fait le tour du propriétaire. Alors que l'ensemble de la presse est persuadé de la culpabilité de Christine Villemain, un journaliste est convaincu de son innocence, Jean Kerr, qui travaille à Paris Match. Comme ses confrères, Jean Kerr dispose de tous les documents qui composent le dossier d'instruction. Le procès-verbal des premiers aveux de Muriel Boll, qui avait conduit Bernard Laroche en prison, l'interrogatoire de ce dernier qu'il a enregistré sur un magnétophone. Un soir, il décide de les faire écouter à Christine et Jean-Marie Villemain. Ils habitaient donc chez la mère de Christine, à Bruyères, et Jean-Marie me téléphonait pratiquement tous les jours à mon hôtel en me disant « Qu'est-ce que tu fais? Où tu en es? Qu'est-ce que tu penses que le juge fait actuellement? Où en est l'enquête ?» Et moi, j'étais devenu un petit peu, sans m'en rendre compte, le détective privé du couple Christine-Jean-Marie. Si bien que Jean-Marie, la veille, m'a téléphoné en me disant « Est-ce que tu pourrais nous faire écouter ?» Puisqu'il était au courant des interviews, des interviews, je veux dire des procès-verbaux plutôt, excusez-moi, lapsus, les procès-verbaux de Muriel et de Bernard Laroche. Est-ce que tu pourrais nous faire écouter, puisque tu les as enregistrés sur bande magnétique? Je sais que c'était un petit peu, peut-être un peu dangereux, un petit peu gênant peut-être de faire écouter ça aux parents, mais du fait que leur avocat partie civile ne leur donne aucune information, j'ai quand même décidé de le prendre sur moi et de leur faire écouter. On était assis autour d'une table ronde avec une toile cirée. On avait dîné ensemble d'ailleurs. Christine avait préparé un repas. Et elle avait son médaillon. Christine, elle avait une chaîne avec un médaillon. Elle faisait comme font les radiesthésistes avec un pendule. En écoutant la bande magnétique, elle faisait aller son médaillon comme un pendule. Ça m'avait frappé parce qu'elle ne bougeait pas, elle ne disait rien du tout. Et à la fin des auditions, Jean-Marie a été dans la chambre et il m'a présenté un fusil. Il me l'a pris, il me l'a jeté comme ça, je l'ai rattrapé. Il m'a dit, tiens, ça c'est pour tuer Laroche. Ensuite, Jean-Marie m'a dit qu'il s'était entraîné dans les bois et que ça faisait des trous gros comme ça. Il m'a dit, ça donne une secousse dans l'épaule et ça fait un trou gros comme ça. C'est ce qu'on fera à Bernard Laroche d'ailleurs. On lui fera éclater son pare-brise quand il passera en voiture. Il m'a dit, peut être sûr qu'il n'aura plus de tête, Laroche. Quand j'ai quitté Jean-Marie, je suis donc rentré à mon hôtel et j'avais quelque chose en tête, j'ai quelque chose qui me disait il faut quand même se méfier, il faut quand même vérifier, il faut quand même... Il y avait un signal d'alarme qui avait retenti dans mon esprit. Je me suis fait réveiller donc à 3 h du matin et à 3 h du matin, j'ai téléphoné chez Gilberte, donc où dormaient Jean-Marie et Christine. Et ce qui m'a surpris, c'est que quand j'ai fait sonner le téléphone, à la deuxième sonnerie, on a décroché. Je me suis dit, tiens, deuxième sonnerie, on décroche, ils ne dorment pas. Par contre, Gilberte, la mère de Christine, m'a dit, ah, c'est vous, Jean Kerr, mais je ne veux pas déranger Jean-Marie et Christine, ils dorment, ils sont fatigués. Je lui dis, c'est sûr, c'est vrai? Ça m'a dit, oui, ils dorment, on se verra demain matin, si vous voulez. Et moi, je n'étais pas satisfait de cette réponse. J'ai réfléchi et je me suis dit quand même,
je sais pas, j'étais pas tranquille. Je me suis dit, et si j'y allais quand même? J'ai mis une demi-heure à me décider. Au bout d'une demi-heure, je suis descendu. J'ai pris ma voiture, j'avais une voiture de location. Je suis parti. Je crois que j'ai battu un record pour faire Épinal-Bruyères. À Bruyères, la Renault 18 blanche de Jean-Marie n'était plus à Bruyères devant l'immeuble. Et alors là, j'ai accéléré comme un fou. Et je suis arrivé à Aumonzey. Et à Aumonzey, j'ai vu une espèce de scène complètement diabolique. Et là, donc, j'ai la vision d'une Renault, tout feu éteint. Christine est au volant, le moteur tourne, pour ne pas caler, bien sûr. Et Jean-Marie est appuyé avec son fusil contre le monument aux morts, en position de faire feu. Moi, je me suis approché de Jean-Marie, je lui ai dit, Jean-Marie, arrête, ça suffit. En plus de ça, il va faire jour. Il y avait une femme qui sortait pour aller travailler. Et moi, j'ai une parole complètement naïve, je lui ai dit, mais regarde, il y a une bonne femme qui est sur le trottoir. Regarde ça, tout à l'heure, il va y avoir 2-3 personnes qui vont aller travailler, des cyclomoteurs. Il m'a dit, mais on t'a jamais dit qu'on ne tuerait pas la roche devant des témoins. On s'en fiche, puisque après on va se constituer prisonnier. Et là, je l'ai harcelé un petit peu, si bien qu'il a rangé son fusil dans son coffre de voiture. Il m'a dit, bon d'accord, on te suit. Arrivé au carrefour, il me suit, il a pris à droite et il est monté comme pour aller chez La Roche. Et là, il s'est arrêté à un autre petit croisement de 2 routes qui montaient à la maison de La Roche. Et il s'est mis de nouveau en position. Et en fin de compte, ça s'est passé très vite. C'est qu'on a vu des phares qui descendaient du petit chemin. Ils se sont arrêtés. On a supposé que c'était La Roche qui avait fait une marche arrière. Ensuite, Jean-Marie et Christine sont repartis au carrefour. Je les ai suivis à nouveau. Et après, on est parti. Ils sont partis très vite du côté de l'usine où travaillait Jean-Marie, près du cimetière. Et là, je me suis arrêté sur le bas-côté de la route, je leur ai dit, écoutez, ça suffit maintenant. Et au même moment que je disais ça, on a vu La Roche qui passait en voiture. Et Jean-Marie a eu cette parole historique en disant, toi, tu pourras dire que tu as sauvé la vie à La Roche cette nuit. Jean-Marie Villemain, le père du petit Grégory, abat son cousin Bernard Laroche et se constitue prisonnier. Il faut bien reconnaître, Ladislas de Hoyos, que dès le début de cette affaire, personne n'a vraiment contribué à la sérénité de la justice. Oui, alors la faute à qui? Aux juges, aux enquêteurs, aux avocats, aux experts, aux journalistes. Il reste que si tout le monde se sent un peu concerné par ce drame, il faudra bien savoir dans quelle mesure Jean-Marie Villemain a été influencé, il a été chauffé à blanc. À plusieurs journalistes, il avait dit ceci, je tuerai l'assassin. Alors, et si les journalistes n'avaient pas été là pour l'écouter, pour le provoquer parfois? Le respect des règles de la justice française n'aurait-il pas dû éviter ce meurtre? Selon l'article 11 du Code de procédure pénale, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue donc au secret professionnel dans les conditions et sous les peines de l'article 378 du Code pénal. Alors que dit cet article 378 du Code pénal? Eh bien, il prévoit des peines de prison de 1 à 6 mois et des amendes de 500 à 15 000 francs. Les juges, les avocats, les greffiers sont tenus au secret de l'instruction, du moins en principe. À l'étranger, les habitudes sont tout à fait différentes. Et nos confrères ne sont d'ailleurs pas toujours très indulgents avec nous, comme vous allez l'entendre. In England, there've never been any laws governing the freedom of the press. So the British government were a bit worried by some of the things that the press had been saying about certain MPs, such as Geoffrey Archer. So the feeling was that they were about to introduce a law which would put a stranglehold on the British press. So the British press decided
to draw up their own system of laws, their own code of practice, which would placate the government, basically. And it's been seen in a way as a bit hypocritical because they think that the government thinks, or people think that the press are just doing this, as I say, to placate the government. And once the storm is over, they'll go back to saying bad things about Jeffrey Archer, and they'll go back to talking about the private life of famous people. Il y a des règles en Suède qui où on a le droit de mettre le nom de quelqu'un qui a commis un crime. Par exemple, même quand il s'agissait de celui qui était suspect d'avoir commis le meurtre du Premier ministre suédois, Olof Palme, en 86, février, on n'a pas nommé dans la presse son nom, même quand il était devant le tribunal, avant que le verdict a été prononcé. Parce qu'avant que le verdict a été prononcé, on se dit qu'il n'est pas, on ne peut pas dire qu'il est coupable. Et toute la presse a suivi cette règle. C'est une règle absolue en Suède. Tandis que la presse internationale, ils ont bien dit leur nom, son nom, et en France, en Angleterre et partout. Mais en Suède, non, on ne le fait pas. Well, I think that the French press is a good press, and I'm not going to criticize them in general, and I don't think it's meaningful to criticize them in general. I think there are particular incidents which happen that we may like more or less, but that's always the case. I think that, in my opinion, as far as I've followed the case, what was more surprising was the activity of certain people in positions of responsibility, like a judge who would speak to a member of the press during a case, or other, of course, people who were intimately concerned with the crime. I think that in America that would never have happened. A judge simply doesn't speak about a case while it's still being decided. If he does speak about that, then he doesn't stay a judge very long, because there's a judicial code which says very clearly a judge must not speak about a case to anyone, even his wife. Je suis innocent. J'espère que le vrai coupable sera trouvé un jour. Survient alors le temps des remords et de l'autocritique. C'est l'issue morbide de ce feuilleton juridico-médiatique qui le provoque. Les journalistes se remettent en cause. D'abord, ils se sont posé une question de fond et qui est terrible. Mais vraiment, c'est une question terrible. Habituellement, dans les faits divers, quand les faits diversiers, comme on les appelle, couvrent un fait divers, tout est fini. Le mort est mort, on va voir la veuve, le cousin, le frère, le juge, le flic, le gendarme, et on établit une espèce de sauce concernant cette chose-là. Et eux, ce qui leur est arrivé, c'est qu'ils ont connu, ils sont restés très longtemps, ils ont connu un acteur du drame qui s'appelle Bernard Laroche. Ils ont écrit ce que le juge, ce que les gendarmes, ce que tout le monde leur répétait, à savoir que Bernard Laroche était un assassin potentiel, présumé. Mais ce qu'on écrit dans la presse, présumé assassin. Mais non, ils m'ont expliqué que quand ils ont relu leurs articles, ils se sont dit on n'est pas net. On a forcé le trait, on a noirci. Résultat, quand Villemain tue Laroche, ils se regardent et ils se disent mais peut-être qu'on l'a poussé à le tuer. Terrible question. Vous pouvez toujours débattre jusqu'à la fin de la nuit des temps du rôle de la presse. Est-ce que ce que je vous dis est important ou pas? Mais quand un homme meurt et qu'on a écrit avant,
Et qu'on peut penser, c'est eux qui le disent, c'est pas moi. C'est eux qui ont réfléchi sur leur métier. Et qui sont, que le journaliste du matin, que le journaliste, que des photographes aient pu se dire ça, c'est terrible. Moi, je pense que la presse s'est pris à son propre jeu. On a voulu être à la hauteur. Moi, je pense que tous les journalistes qui ont été au début de l'affaire, je parle des premiers journalistes, je l'ai dit tout à l'heure, on est tous marqués par cette affaire, mais on a tous voulu jouer un rôle. Chacun voulait être à la hauteur pour son journal. On voulait avoir d'autres informations que les autres n'avaient pas. Et on voulait, je veux dire, oui, on voulait faire accélérer les choses, c'est vrai. C'est vrai qu'on voulait absolument que cette affaire aboutisse. Il y a des grands responsables, il faut vraiment les regarder droit dans les yeux et leur dire, ce sont les rédacteurs en chef de tous les journaux. Parce que si vous avez un rédacteur en chef qui vous appelle tous les matins, vous travaillez pour une radio, pour un quotidien, et qui vous dit, alors Coco, dis donc, il nous faut encore du Grégory ce matin. Une fois, vous pouvez lui refuser, vous ne pouvez pas lui refuser 5 fois. Vous êtes bien obligé, vous êtes conduit à faire du Grégory. Et c'est vrai que moi, je me suis senti rat à un moment quand j'ai essayé d'avoir des informations et quand j'ai essayé de comprendre comment ça fonctionnait. Donc fatalement, je crois que j'ai glissé un moment. C'était au moment de l'arrestation de Laroche, quoi. Je veux dire, moi, on m'avait expliqué... quand quelqu'un vient vous dire c'est lui, on a la preuve, etc. Quand ce quelqu'un est un gendarme ou un juge d'instruction, ou à un moment, c'est là où j'ai un peu glissé. Je me suis dit, j'ai vraiment pensé que Laroche était le coupable, quoi. Et alors que c'était pas mon rôle de porter un jugement ou de penser ça, quoi. Là, j'ai perdu la distance, quoi. L'événement du jeudi, en se titrant, les journalistes sont-ils tous des chiens, des chiens pourris ou ça? Elle faisait de la trappe gogo sur l'affaire Grégory, bon, d'une autre manière que Match, bon. Mais qui viennent nous faire la morale, je ne supporte pas. Bon, je pouvais dire stop en disant j'arrête de couvrir cette affaire, j'arrête, envoyez quelqu'un d'autre à ma place. Je ne veux pas jouer à ça, je ne veux plus jouer. Je savais que je pouvais le faire, et j'ai pensé à le faire, sincèrement. Mais je savais aussi que si je le faisais, il y avait des tas de gens qui derrière moi étaient prêts à venir, mais pour marcher dans la combine d'en face, c'est-à-dire pour continuer de traquer les individus. Ça aurait fait quelqu'un de plus qui s'octroyait le droit de traquer et de poursuivre, notamment Christine Villemain, puisqu'en l'occurrence c'était elle qui était concernée à l'époque. Et donc il était hors de question que je laisse ma place à quelqu'un qui fasse ça. « 30 mars 1985. 24 heures après la mort de Bernard Laroche, tué par son cousin Jean-Marie Villemain, les protagonistes commencent à comprendre comment la presse travaille et fonctionne. Christine Villemain, qui a fait une hémorragie durant sa grossesse, est à l'hôpital. Seule. Sur son lit autour d'elle, des journaux. Tous ne parlent que de la mort de Laroche et du deuil de Marie-Ange, son épouse. La femme de Bernard Laroche a raconté la scène aux journalistes. Christine Villemain a une autre version du drame de la veille. Elle fait appeler Laurence Lacour d'Europe 1 de toute urgence. Exceptionnellement, le message passe à l'antenne. Laurence Lacour joint à son tour Christine Villemain. Ce que Christine Villemain voulait me faire savoir, c'était la version de ce qui s'était passé sur place, chez les Laroche, puisque les journaux n'avaient répercuté que ce qu'avait dit Marie-Ange Laroche. C'était normal. Marie-Ange Laroche avait donné une version, et Christine en avait visiblement une autre à donner, qui était celle de son mari, ce qu'il était venu lui raconter à la clinique, puisque juste avant d'aller tuer Bernard Laroche, ils avaient passé 2 heures ensemble. Ensuite, il avait accompli son geste et après, il était revenu l'embrasser, lui dire au revoir en quelque sorte, puisqu'il est allé se constituer prisonnier et qu'après, il est entré en prison pour un certain nombre d'années. Voilà, c'est ça qu'elle voulait me dire. Et elle pleurait et elle ne m'a pas sollicité, elle n'a pas sollicité l'interview. Mais évidemment, moi, non seulement je l'écoutais en tant que femme, mais à un moment donné, je lui ai dit « Est-ce que je peux t'enregistrer ?» Pour moi, c'était un scoop extraordinaire, puisque tout le monde se posait la question de savoir ce qui s'était passé pendant ces 2 heures. Et moi, elle me l'a porté sur un plateau d'argent. C'était extraordinaire. Que s'est-il passé exactement hier matin entre vous deux à la clinique? Jean-Marie, il est venu plus tard que prévu, il est venu vers 9h, 9h15. Puis je lui ai demandé où c'est qu'il avait été. D'habitude, il est là pour 8h30. Il m'a dit, je suis allée voir les gendarmes pour voir ce qu'ils en pensaient toujours au sujet de Laroche. Puis ils lui ont répondu que de toute façon, c'est Laroche, mais on n'a pas assez de preuves pour l'arrêter. Il a dit, les SRPJ, ils en reviendront, mais ça sera comme nous, ils ne pourront pas l'arrêter, il n'y a pas assez de preuves. Bon, que s'est-il passé quand il est revenu l'après-midi? L'après-midi, bon, il est venu avec une infirmière, je dormais. Et puis j'ai trouvé drôle, je lui dis, salut nounours, je lui dis, ça va?
Il me dit, j'ai tué Laroche. Il me dit, j'ai pas voulu le croire, je commençais à pleurer. Je lui ai dit, c'est pas vrai, tu me racontes des conneries. Il m'a dit non, puis il s'est mis à hurler, il s'est mis à genoux. Il m'a dit, je te dis que j'ai tué Laroche. Je lui ai dit pourquoi. Il m'a dit, je suis allée le voir, j'avais pris un fusil, je voulais le faire parler. Il disait, j'en avais marre, je voulais le faire parler. Et puis, Laroche, il se moquait de lui. Puis à Laroche, j'ai répondu, on n'a rien à se dire. Quand Jean-Marie dit, ça a commencé, on n'a rien à se dire. Le témoignage de Muriel, qu'est-ce que t'en fais? Alors Laroche lui a répondu, je sais pas ce qu'elle a dit, Muriel, je comprends pas pourquoi qu'elle a dit ça. Puis après, bon ben, il s'est moqué de lui, commençait à rentrer. Puis Jean-Marie, il en est venu sur les expertises. Puis Laroche, en rigolant, il a dit, de toute façon, les expertises, on les a payées pour qu'ils enfoncent ta femme. Puis il rigolait, puis Jean-Marie, ça a été plus fort que lui, il a tiré. Et il m'a dit, je te jure, je voulais pas la tuer, je voulais parler, mais il n'a pas voulu. Il rentrait, il se laissait pas parler. À qui profite le crime? Saura-t-on vraiment un jour qui a tué Grégory? Qui en est le ou les bénéficiaires? Mais la mort de cet enfant et le battage publicitaire qui en a résulté permettent d'identifier d'autres bénéficiaires. Les lecteurs, les auditeurs, les téléspectateurs, c'est-à-dire nous tous qui avons nourri nos fantasmes avec cette histoire tragique. Viennent ensuite les avocats, les juges, les enquêteurs dont la renommée est faite désormais pour le meilleur ou pour le pire. Et puis les journaux, les télés, les radios, bien sûr. Tout au long de l'affaire, le scoop, c'est-à-dire l'exclusivité, s'est monnayé qu'il s'agisse de montrer Bernard Laroche avant ou après sa mort, ou Christine Villemain en jeune mère rayonnante. On a beaucoup vu, beaucoup montré, beaucoup lu, beaucoup entendu l'affaire Villemain. Ces acteurs ont même signé des livres racontant leur version du drame. Les commerçants d'Épinal ont eu, eux aussi, leur part des bénéfices. Sans journalistes durant des mois, c'est un profit assuré pour les restaurateurs. Certains avaient loué à l'avance, à la presse et aux photographes, les fenêtres de leurs établissements, situés juste en face du palais de justice dans l'espoir que le procès de Christine Villemain se déroule à Épinal. Évidemment, ils ont été fort déçus quand le juge Simon a transféré l'enquête à Dijon. Comme vous le voyez, il n'y a jamais de petits profits. L'argent des photos, c'est le secret le mieux gardé de France. On sait combien gagne M. Calvé, on sait combien gagne le président de la République, mais combien Match a payé à Sigma la photo de Bernard Laroche sur son lit de mort, ça c'est la question à 1000 francs. Moi j'ai rencontré le vendeur de Sigma, ça n'engage que lui, hein, je ne suis pas certain, mais lui dit que cette photo a été achetée autour de 500 000 francs, 50 millions de centimes. La naissance de Julien, le petit, elle a été vendue, la naissance de Julien. C'est Garot qui était intermédiaire, bien entendu. Qui savait, c'est l'autre. D'ailleurs, Garot disait, j'ai rien touché comme Fred. Dans cette affaire, j'ai rien touché comme Fred, il faut bien que je me paye d'une manière ou d'une autre. Julien, le fils de Christine et de Jean-Marie, est né le 30 septembre 1985, et à cette occasion, nous avons passé un accord avec Paris Match pour un reportage photographique à l'occasion de la naissance de Julien. Ça n'a rien d'extraordinaire. Vous savez, et ça a permis d'ailleurs d'assurer une partie des frais de la défense, parce que ça représente des heures et des heures de travail, des concours d'experts. Je peux vous dire par exemple qu'en ce qui concerne les expertises en écriture, nous avons eu recours à un expert, à une sommité, suisse en particulier, qui nous a demandé la bagatelle, si mes souvenirs sont bons, autour de, en francs français, parce que les francs suisses valent beaucoup plus que les francs français, d'environ 70 à 80 000 francs. Donc il a fallu les trouver. Et grâce à ce reportage, on a pu payer. Combien ce reportage? Écoutez, ça concerne Paris Match, c'est privé, je ne vais pas vous répondre sur l'importance de le montant exact de la transaction. Le problème, c'est que je ne sais pas, par exemple, si quelqu'un comme Christine Villemain est au courant de sa valeur marchande. Je ne sais pas si elle sait que Match, par exemple, a dû payer des sommes colossales, si elle est au courant du montant des sommes. Je m'interroge là-dessus, quoi.
Et qu'est-ce que vous pensez de la façon dont les journalistes ont parlé de cette affaire? Oh, j'ai trouvé ça hyper chiant. Enfin, c'est de la récupération médiatique, quoi. On raconte tout et n'importe quoi, mais c'est pas spécial à l'affaire Grégory. On les voyait quelquefois là auprès du tribunal. Et ils s'engageaient là. Ils m'ont même bousculé une fois. Alors j'ai autant vous le dire. Hein. Il y a eu tellement de conneries de raconter sur cette histoire. Et je pense qu'il fallait, à mon avis, laisser les gens travailler, aussi bien la justice que les gendarmes, et puis un petit peu les Vosges aussi, parce que ça fait beaucoup de tort. Mais c'est incroyable que ça dure 5 ans comme ça. C'est inouï. Moi, je crois qu'il y a de l'argent qui est caché là derrière, alors je trouve que c'est répugnant. On a créé ce feuilleton qu'on a alimenté pendant des mois et des mois, et bien sûr qu'on en a fait trop. 1000 fois trop. Vous, personnellement? Moi, bien sûr, bien évidemment. Je ne sais pas combien j'ai écrit de papier, peut-être 500, peut-être 600, j'en sais rien, je ne les ai jamais comptabilisés. Et ça va de soi que, personnellement, si mon concurrent n'en avait pas écrit 500, il va de soi que moi, j'en aurais pas fait 495. Enfin, il fallait suivre, quoi. Il fallait suivre les gens qui avaient les informations. Suivre jusqu'à l'excès, jusqu'à la mort. Mais après tout, à partir du moment où ni les juges, ni les représentants du ministère public, ni les forces de l'ordre ne respectent les règles du jeu, il n'y a aucune raison pour que les journalistes ne commettent pas d'excès, eux aussi. Le 5 juillet, 9 mois après l'assassinat de son fils Grégory, Christine Villemain est inculpée et écrouée. Ce n'est une surprise pour personne en dépit de la présomption d'innocence. L'opinion publique a été soigneusement préparée. Pour elle, Christine est coupable depuis longtemps déjà. Tout le monde, toute la presse, contribue à renforcer l'accusation. Libération publie un texte de Marguerite Duras qui enfonce carrément Christine Villemain, accusée d'avoir tué son fils. Le document fera date. Malgré toutes ces pressions, la mère de Grégory niera toujours et sera remise en liberté. Le juge Jean-Michel Lambert demande à être dessaisi du dossier le 5 août 1986. Depuis, celui que l'on a surnommé le Marathon Man de l'intime conviction a publié un livre dans lequel il raconte sa vie, ses états d'âme, ses relations avec les différents protagonistes de l'affaire. Page 266, il raconte qu'il a pleuré avant d'inculper Christine Villemain. C'est le juge Simon qui a repris le dossier. On le surnomme le Sphinx pour son mutisme face à la presse. Or voilà que le magistrat qui a imposé le silence à Jean-Marie Villemain, celui-là même qui l'oblige à éviter la presse, le juge Simon cède lui aussi au syndrome Grégory. Il accorde des interviews à la télévision et aux nouveaux détectives, dans l'espoir sans doute de faire sortir enfin le corbeau de son nid. Il fait ce qu'il a interdit à un justiciable. Les médias deviennent pour la justice un outil à manipuler comme un autre. Oui, sûrement. Tout le monde a besoin de tout le monde. Les policiers ont besoin des journalistes. Les juges ont besoin de nous pour mener leur enquête. Et quand ils sortent une information, ils la lâchent, comme on dit, dans les couloirs du palais de justice. Je crois qu'il ne fallait pas prendre le juge Lambert pour un imbécile, même s'il était jeune. Lorsqu'il lâchait une petite information, c'est qu'il en avait besoin. Et pour lui, ça pouvait lui emmener un peu plus loin. Je ne comprends pas que dans cette affaire, on critique le juge Lambert, qui parfois n'a pas su tenir sa langue. C'est vrai. Mais dans le même temps, on présente, je ne juge pas. Je n'ai pas le droit de dire celui-là est meilleur que celui-là. Mais est-ce que le juge Maurice Simon, qui est un grand juge, qui a l'expérience, lui aussi par moment, sait lâcher la phrase qu'il faut? Je ne dis pas que j'ai réussi à interroger le juge Simon. Il est certain que j'ai fait un interview du juge Simon, mais je ne sais toujours pas si le juge Simon ne voulait pas qu'il soit interviewé. Je ne crois pas qu'on puisse faire quelque chose à monsieur le juge Simon. Quand monsieur le juge Simon décrète quelque chose, il le fait bien. Et il le fait, il n'a pas besoin de pradier. I looked upon all this as a bit of a kind of a soap opera, really, because the people in the office were really laughing at the judges who were in charge of this case. For example, you've got Juge Lambert, who felt he had to withdraw from the case because if he had to condemn Christine Villemain, he said he would burst into tears in the courtroom, you know. I mean, I thought it was quite funny. And then he went on to write an epic or sort of a novel about his experiences on the trial. And then you have the next person called on to the stage was Juge Simon,
who's like, you know, jus Simenon, it's the same thing really, you know. And he sort of stumbles around with his plastic bag and he's saying, oh, you know, he starts giving interviews to these ridiculously low quality newspapers about how he thinks Christine Villemain was the one who really did it. And his reply to the journalist, when people said, why did you tell this journalist this? He said, oh, you know, I didn't know it would be published. The judge is doing his work, should be doing his work, and he should have no right to give his personal opinion as to what is going on in his head, and thereby altering the opinions of the court and the jury. Pourquoi les journalistes bafouent-ils ainsi la présomption d'innocence? Serait-ce parce que les magistrats eux-mêmes ne la respectent pas? En France, on commence par détruire la réputation des suspects en les incarcérant et on fait l'enquête ensuite. Tout se joue avec la mise au pilori des suspects par le juge d'instruction et par les médias. Alors pourquoi le système est-il fou à ce point? Eh bien parce que le juge d'instruction, aujourd'hui, se voit imposer par la loi deux rôles incompatibles, l'investigation et la juridiction. L'investigation doit être secrète, tout le monde sait qu'on ne peut partir à la chasse en jouant du tambour. Mais la juridiction, c'est-à-dire la décision d'inculpation ou de mise en détention, par exemple, doit être publique dans une démocratie digne de ce nom. Comme il est impossible de couvrir par le secret une fonction qui devrait le demeurer et une autre qui ne doit pas l'être, rien n'est secret, tout est public dans les pires conditions qui soient, puisque finalement c'est la presse qui dit qui est coupable et qui est innocent. Et ce n'est pas son métier, évidemment. Voilà pourquoi je crois à beaucoup d'affaires judiciaires qui passionnent l'opinion publique française deviennent des scandales. Et cela ne fera que croître et embellir tant que la loi n'aura pas redistribué dans l'instruction pénale ce qui est secret et doit le rester, ce qui est public et appartient au devoir d'informer, et tant que les armes de la défense et de l'accusation ne seront pas égales. Aussi longtemps que la scène judiciaire ne sera pas suffisamment équitable pour ceux qui y montent, la justice française se jouera sur la scène médiatique et ressemblera, très souvent, à un spectacle de cirque.